La Révolution française promettait la liberté, l'égalité et la fin du pouvoir absolu. Pourtant, en moins de 15 ans, la France se retrouve dirigée par un empereur. Comment un homme a-t-il pu émerger du chaos révolutionnaire pour incarner à la fois l'héritage et la contradiction de 1789 ? Cette histoire n'est pas celle d'un conquérant, mais celle d'un pays épuisé, à la recherche d'ordre. Et d'un pouvoir né des promesses mêmes de la Révolution. À la fin du XVIIIe siècle, la France sort profondément transformée par la Révolution. Les structures de l'Ancien Régime ont été brisées. La monarchie a disparu, et avec elle l'ordre politique qui, malgré ses injustices, assurait une certaine continuité du pouvoir. Pourtant, la chute de l'Ancien Monde n'a pas immédiatement donné naissance à une stabilité nouvelle. Au contraire, le pays entre dans une période d'incertitude prolongée. Nous sommes dans les années 1790. La Révolution française a proclamé des principes puissants. Liberté, égalité devant la loi, souveraineté de la nation. Mais leur mise en pratique se heurte à une réalité complexe. Les institutions se succèdent rapidement, les constitutions changent. Et l'autorité de l'État reste fragile. Le Directoire, en place depuis 1795, peine à gouverner un pays épuisé par les crises politiques, économiques et militaires. La société française est marquée par une fatigue profonde. Les années de troubles ont laissé des traces durables, méfiance envers le pouvoir, divisions idéologiques, instabilité sociale. Les élites politiques craignent à la fois un retour de la monarchie et une nouvelle radicalisation révolutionnaire. Le peuple, quant à lui, aspire moins à de grands idéaux qu'à un retour à l'ordre, à la sécurité et à la prévisibilité. Sur le plan extérieur, la France est engagée dans des conflits presque continus avec les puissances européennes. Ces guerres, nées de la Révolution, renforcent paradoxalement le rôle de l'armée dans la vie politique. Les généraux deviennent des figures centrales, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans l'imaginaire collectif. La réussite militaire apparaît alors comme l'un des rares signes de stabilité et de grandeur nationale. C'est dans ce contexte précis, fait de rupture, de désillusion et de besoins urgents d'autorité, qu'émerge la figure de Napoléon Bonaparte. Son ascension ne peut être comprise ni comme un simple destin individuel, ni comme un accident de l'histoire. Elle s'inscrit dans une France en quête d'un nouvel équilibre, tiraillée entre l'héritage révolutionnaire et la nécessité de reconstruire un État fonctionnel. Comprendre cette période, c'est d'abord comprendre le terrain sur lequel Napoléon va s'imposer, une nation transformée. Mais encore instable, prête à confier son avenir à celui qui semble capable de lui offrir à la fois l'ordre et la continuité. Pour comprendre l'émergence de Napoléon Bonaparte, il faut d'abord analyser les failles structurelles de la France révolutionnaire. Après la chute de la monarchie, le pouvoir ne disparaît pas. Il change de forme. Mais ce nouveau pouvoir repose sur des institutions fragiles, souvent contestées, et incapables d'imposer une autorité durable sur l'ensemble du territoire. Sous le Directoire, le régime en place se veut modéré, républicain et légaliste. Pourtant, il souffre d'un déficit de légitimité. Aux yeux de nombreux Français, il apparaît comme un compromis instable entre les excès du passé révolutionnaire et la peur d'un retour à l'Ancien Régime. Cette position intermédiaire le rend vulnérable, trop révolutionnaire pour les royalistes, pas assez pour les républicains les plus radicaux. La structure du pouvoir elle-même alimente les tensions. Le Directoire repose sur un exécutif collégial, conçu pour éviter toute concentration excessive de l'autorité. Mais cette fragmentation du pouvoir entraîne lenteur décisionnelle, rivalités internes et paralysie politique. Dans un contexte de crise permanente, cette faiblesse devient un handicap majeur. Gouverner exige de décider vite, le Directoire, lui, hésite, négocie et se divise. Sur le plan social, la France reste profondément fracturée. Les transformations révolutionnaires ont bouleversé les hiérarchies traditionnelles, sans pour autant créer un nouvel équilibre accepté par tous. Une partie de la population, notamment dans les campagnes, demeure attachée aux repères anciens. D'autres groupes, issus de la bourgeoisie urbaine, défendent les acquis révolutionnaires mais craignent l'instabilité chronique. Cette coexistence de mécontentements opposés empêche l'émergence d'un consensus national. À cela s'ajoute une situation économique tendue. Inflation, pénurie, désorganisation des circuits commerciaux, les promesses de prospérité de la Révolution tardent à se concrétiser.
Pour une large partie de la population, la liberté politique ne compense pas l'insécurité matérielle. Le besoin d'ordre devient progressivement plus pressant que l'attachement aux principes abstraits. Enfin, la guerre joue un rôle central dans l'aggravation des tensions. La France révolutionnaire est encerclée par des monarchies hostiles. Pour survivre, elle militarise une grande partie de la société. L'armée devient un pilier de l'État, et les succès militaires servent de justification politique au régime. Mais cette situation crée une dépendance dangereuse. Plus le pouvoir civil est faible, plus le pouvoir militaire gagne en prestige. Dans ce contexte, une attente diffuse se forme au sein de la société française. Sans être formulée clairement. Elle repose sur une idée simple, seul un pouvoir fort, efficace et visible semble capable de préserver les acquis de la Révolution tout en mettant fin au désordre. Cette attente ne désigne pas encore un homme précis, mais elle prépare le terrain à l'acceptation d'une figure d'autorité exceptionnelle. Ainsi, l'ascension de Napoléon ne répond pas seulement à son talent personnel. Elle est le produit de tensions profondes, accumulées au cœur d'un régime incapable de résoudre ses propres contradictions. La Révolution a libéré des forces nouvelles, mais elle a aussi créé un vide politique que quelqu'un devra inévitablement combler. À la fin de l'année 1799, la crise du régime atteint un point de non-retour. Le Directoire, déjà affaibli par des années d'instabilité, se trouve isolé politiquement et discrédité aux yeux d'une grande partie de la population. Les élections sont contestées, les oppositions se radicalisent, et le pouvoir exécutif ne parvient plus à imposer son autorité. La République existe encore formellement, mais son fonctionnement est profondément paralysé. Dans ce contexte tendu, le retour en France de Napoléon Bonaparte, auréolé de ses succès militaires en Italie et en Égypte, agit comme un révélateur. Il n'est pas encore un homme politique au sens classique, mais son prestige dépasse largement celui des dirigeants civils. Pour une partie des élites, il incarne une solution possible à l'impasse institutionnelle. Pour d'autres, il représente un risque, celui de voir le pouvoir basculer définitivement hors du cadre républicain. Le déclenchement de la rupture intervient avec le coup d'État du 18 Brumaire en novembre 1799. Cet événement ne surgit pas de manière soudaine ou chaotique. Il est préparé, négocié et justifié par un discours légaliste. Officiellement, il s'agit de sauver la République, de la protéger contre ses ennemis intérieurs et extérieurs, et de rétablir un fonctionnement institutionnel efficace. La rupture se présente donc comme une continuité nécessaire, et non comme une révolution supplémentaire. Les institutions révolutionnaires, en particulier les assemblées, réagissent de manière hésitante. Certaines tentent de résister, d'autres se soumettent rapidement à la nouvelle configuration du pouvoir. Cette absence de réaction collective forte révèle une réalité essentielle, le régime ne dispose plus d'un soutien politique suffisamment solide pour se défendre. La lassitude l'emporte sur l'indignation, et la peur du désordre pèse plus lourd que l'attachement aux principes institutionnels. Ce moment marque une rupture décisive. Pour la première fois depuis 1789, le pouvoir ne se redéfinit plus par une dynamique révolutionnaire venue d'en bas, mais par une réorganisation imposée d'en haut. Le consulat qui se met en place promet efficacité, stabilité et réconciliation nationale. Il ne renie pas explicitement les acquis de la Révolution, mais il en modifie profondément l'esprit, en concentrant progressivement l'autorité entre les mains d'un nombre restreint d'acteurs. Le 18 Brumaire n'est donc pas seulement un changement de régime. Il constitue un basculement dans la manière de concevoir le pouvoir. La priorité n'est plus la participation politique, mais l'efficacité gouvernementale. Ce choix, accepté sans soulèvement majeur, révèle à quel point la société française est prête à échanger une part de liberté politique contre la promesse d'un ordre durable. Avec cette rupture, une nouvelle phase de l'histoire française commence. La Révolution n'est pas terminée, mais elle entre dans une forme différente, où l'autorité personnelle joue désormais un rôle central. C'est sur cette base que va se construire, étape par étape, le pouvoir napoléonien. Après le coup d'État du 18 Brumaire, la France entre dans une phase de réorganisation profonde. Le consulat, instauré officiellement pour préserver les acquis de la Révolution, se présente comme un régime de transition. En réalité, il marque le début d'une concentration progressive du pouvoir autour d'une figure centrale, Napoléon Bonaparte,
nommé premier consul. Dans les premières années, la priorité du nouveau régime est la reconstruction de l'État. Les institutions sont rationalisées, l'administration est centralisée, et l'autorité du pouvoir exécutif est renforcée sur l'ensemble du territoire. La création des préfets permet à l'État de rétablir un contrôle effectif sur les départements, mettant fin à l'autonomie et aux résistances locales héritées de la période révolutionnaire. Pour de nombreux contemporains, cette efficacité nouvelle contraste fortement avec l'instabilité des années précédentes. Parallèlement, le consulat cherche à apaiser une société profondément divisée. La politique de réconciliation nationale vise à dépasser les fractures de la Révolution, amnistie partielle, retour de certains émigrés, pacification des tensions religieuses. Le Concordat de 1801, conclu avec le Saint-Siège, ne rétablit pas l'ancien régime religieux, mais il reconnaît le rôle social du catholicisme et contribue à restaurer la cohésion nationale. L'objectif n'est pas idéologique, mais pragmatique, stabiliser durablement le pays. L'un des piliers les plus durables de cette période est l'élaboration du Code civil. Adopté en 1804. Il unifie le droit sur l'ensemble du territoire français et consacre plusieurs principes issus de la Révolution, notamment l'égalité devant la loi et la protection de la propriété privée. Toutefois, ce texte renforce également l'autorité de l'État et instaure un ordre social fondé sur la hiérarchie et la discipline. Le Code civil illustre ainsi l'ambiguïté du régime, héritier de la Révolution. Dans ses principes, mais conservateur dans son organisation du pouvoir. Au fil des années, le fonctionnement politique se transforme. Les contre-pouvoirs s'affaiblissent progressivement. La vie parlementaire perd de son influence, et la liberté de la presse est étroitement surveillée. Ces évolutions ne sont pas présentées comme une rupture brutale, mais comme des ajustements nécessaires à l'efficacité de l'action gouvernementale. Le discours officiel met en avant la nécessité de protéger la nation contre l'instabilité intérieure et les menaces extérieures. La proclamation de l'Empire en 1804 constitue l'aboutissement de ce processus. Le passage du consulat à l'Empire n'efface pas totalement l'héritage révolutionnaire, mais il en modifie profondément la nature. La souveraineté populaire, centrale en 1789, cède la place à une légitimité fondée sur l'ordre, le mérite et l'autorité personnelle. Cette transformation est largement acceptée par une société qui privilégie désormais la stabilité à l'expérimentation politique. Ainsi, le régime napoléonien se construit par étapes successives, sans rupture immédiate, mais par une série de choix qui redéfinissent la relation entre l'État et les citoyens. La France gagne en efficacité administrative et en cohérence institutionnelle, tout en réduisant l'espace du débat politique. Cette tension permanente entre continuité révolutionnaire et restauration de l'autorité constitue le cœur du système mis en place. L'affirmation du pouvoir napoléonien produit des effets profonds et durables sur la France et sur l'Europe. Sur le plan politique, le régime apporte une stabilité réelle après une décennie de bouleversement. L'État fonctionne de manière plus cohérente, l'administration est efficace, et l'autorité centrale parvient à imposer ses décisions. Pour une large partie de la population, cette stabilité constitue un progrès tangible par rapport aux incertitudes révolutionnaires. Cependant, cette consolidation du pouvoir comporte des limites structurelles. La centralisation extrême réduit progressivement les espaces de débat et de contestation. Les institutions représentatives existent toujours, mais leur rôle devient secondaire. La vie politique se replie autour de l'exécutif. Et la participation citoyenne, pourtant au cœur des idéaux révolutionnaires, perd de son importance. La stabilité est obtenue au prix d'un appauvrissement du pluralisme politique. Sur le plan social, le régime renforce l'ordre et la hiérarchie. Le Code civil garantit l'égalité juridique, mais il consacre également des inégalités sociales et familiales durables. La société napoléonienne repose sur la discipline, le mérite et l'obéissance à l'autorité. Cette organisation favorise l'efficacité, mais elle limite les possibilités de remise en cause et d'évolution sociale. Les promesses d'émancipation portées par la Révolution se trouvent ainsi partiellement contenues. Les conséquences les plus lourdes apparaissent dans le domaine militaire. L'Empire s'inscrit dans une logique de guerre quasi permanente. Les conflits successifs mobilisent massivement les ressources humaines et économiques du pays. Si les victoires renforcent d'abord la légitimité du régime, l'usure finit par s'installer. Les pertes humaines, la pression fiscale et la fatigue sociale alimentent un mécontentement croissant,
souvent silencieux mais réel. À l'échelle européenne, la domination française suscite des résistances de plus en plus fortes. Les États soumis ou alliés développent des formes de nationalisme qui s'opposent à l'hégémonie impériale. Le blocus continental, conçu pour affaiblir économiquement les adversaires de la France, provoque également des tensions internes et fragilise certaines régions françaises dépendantes du commerce. Les choix stratégiques du régime montrent ainsi leurs limites face à la complexité des équilibres européens. Enfin, le système napoléonien repose largement sur la figure d'un homme. Cette personnalisation du pouvoir constitue à la fois sa force et sa fragilité. Tant que Napoléon Bonaparte incarne l'autorité, l'ensemble demeure cohérent. Mais cette dépendance réduit la capacité du régime à absorber les échecs et à se réformer en profondeur. Les crises militaires et politiques révèlent progressivement les failles d'un pouvoir trop concentré. Ainsi, les conséquences du régime napoléonien sont ambivalentes. Il apporte ordre et efficacité, tout en générant des tensions durables et des crises profondes. Loin d'être un modèle parfaitement achevé, il illustre les limites d'une stabilité fondée sur l'autorité et la mobilisation permanente. Ces contradictions prépareront inévitablement la fin de l'Empire et poseront la question de son héritage dans l'histoire française. Au terme de cette trajectoire, le régime napoléonien s'inscrit comme l'un des moments les plus structurants de l'histoire française moderne. Il ne peut être compris ni comme une simple parenthèse autoritaire, ni comme l'achèvement naturel de la Révolution. Il constitue plutôt une tentative de stabilisation d'un pays profondément transformé, confronté à l'impossibilité de revenir à l'ordre ancien comme de maintenir indéfiniment l'élan révolutionnaire initial. Sur le plan institutionnel, l'héritage est considérable. L'État napoléonien laisse derrière lui une administration centralisée, hiérarchisée et durable, qui continuera de fonctionner bien au-delà de la chute de l'Empire. Les principes d'efficacité, de rationalité et d'uniformité territoriale deviennent des fondements durables de l'action publique en France. Le Code civil, en particulier, traverse les régimes et s'impose comme l'un des legs les plus solides de cette période, influençant non seulement la France, mais aussi de nombreux pays européens. Pourtant, cet héritage administratif et juridique s'accompagne d'une redéfinition profonde du rapport entre les citoyens et le pouvoir. La souveraineté populaire, centrale dans les premières années de la Révolution, est progressivement remplacée par une conception de l'autorité fondée sur l'ordre, la compétence et la stabilité. Cette évolution marque durablement la culture politique française, en installant l'idée qu'un État fort peut être perçu comme une garantie face au désordre. Dans le même temps, l'expérience napoléonienne révèle les limites d'un système reposant sur la concentration du pouvoir. La chute de l'Empire montre la fragilité d'un édifice politique trop dépendant d'une seule figure. Elle rappelle que l'efficacité administrative et la cohérence institutionnelle ne suffisent pas à assurer la pérennité d'un régime lorsque les coûts humains, militaires et économiques deviennent trop élevés. Cette leçon pèsera lourdement sur les réflexions politiques du XIXe siècle. L'inscription de Napoléon Bonaparte dans l'histoire de France reste ainsi profondément ambivalente. Il apparaît à la fois comme l'héritier de la Révolution, en consolidant certains de ses acquis essentiels, et comme celui qui en a restreint les ambitions politiques. Son action ne met pas fin aux idéaux révolutionnaires, mais les transforme, en les intégrant dans un cadre autoritaire et centralisé. En définitive, Napoléon n'a ni simplement trahi la Révolution, ni pleinement accompli ses promesses. Il a répondu, à sa manière, aux contradictions d'une époque en quête d'ordre après le bouleversement. Son passage au pouvoir marque un moment de cristallisation, où la France choisit la stabilité institutionnelle au détriment de l'expérimentation politique. Cette tension entre liberté et autorité, héritée de la période napoléonienne, continue de traverser l'histoire française bien au-delà de l'Empire.